Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition de votre journal de la soirée. Voici tout de suite les titres de l'actualité de ce 22h. Le président de la République, Ismaël Marguerite, participe au sommet des pays des non-alliés dans lequel il a prononcé un discours important. Également dans l'actualité de ce 22h, lancement de la semaine nationale de lutte contre le cancer génito-féminin. Et dans l'actualité internationale, la police britannique tente de reconstituer l'itinéraire du camion dénommé le camion de l'horreur. Voilà pour les titres. Merci si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti. Nous entamons avec ce sommet des chefs d'État et de gouvernement des pays du mouvement des non-alignés qui a débuté aujourd'hui à Bakou, capitale azerbaïdjanaise. Le chef de l'État, Ismaël Marguerite, participe aux côtés de ses pairs des pays membres du mouvement des non-alignés. Il a été accueilli par le président de l'Azerbaïdjan, Ilham Aliyev. Le chef de l'État, Ismaël Marguerite, était accompagné d'une forte délégation lors de ce sommet des pays membres du mouvement des non-alignés. Le sommet a été ouvert par le président vénézuélien Nicolás Maduro, actuel président du mouvement des non-alignés, qui a prononcé également un discours consacré au thème « Répondre ensemble et de manière adéquate aux défis du monde moderne en respectant les principes de Bandung ». Ce sommet qui a réuni des chefs d'État et de gouvernement provenant d'environ 60 pays ainsi que des responsables des organisations internationales. En général, des délégués de près de 160 pays et organisations internationales ont rejoint ce sommet lors duquel 4 documents devraient être adopté. La République d'Azerbaïdjan, qui accueille ce sommet des pays membres du mouvement des non-alignés, présidera le mouvement des non-alignés de 2019 à 2022. Eh bien, le chef de l'État a prononcé un vibrant discours défendant les principes mondiaux, la paix, la sécurité, la fraternité. Le président Guelleh a exhorté tous les pays membres des pays non alignés d'appuyer la candidature de la République de Djibouti à l'Assemblée de l'Organisation des Nations Unies pour le siège non permanent au Conseil de sécurité. Voici donc la première partie du discours du chef de l'État, Ismaël Marguerite. Les défis auxquels nous sommes confrontés actuellement, notamment la poursuite effrénée au nucléaire, les conflits armés, les flux de réfugiés, le terrorisme, la pauvreté et la dégradation de l'environnement, exigent tous un multilatéralisme plus efficace, plus dynamique. Nous nous félicitons à cet égard du thème de ce sommet qui est la promotion et la consolidation de la paix par le respect du droit international. La souveraineté, l'égalité des États, le règlement pacifique des différends, entre autres, sont des principes fondamentaux et revêtent une importance particulière pour les relations internationales et la coexistence pacifique des nations. C'est pourquoi il est impératif de préserver et de promouvoir le rôle des instances internationales, soutenir les efforts en cours visant à des réformes significatives et consolider l'action collective et la solidarité internationale pour l'avènement d'un monde plus équitable, plus sûr et plus stable. À cet effet, un engagement politique collectif s'impose à tous et nous devrions mettre en place des mécanismes de réflexion, de proposition et de concertation afin de maîtriser les nouveaux enjeux et relever les défis auxquels nous sommes confrontés. C'est pourquoi nous avons, plus que par le passé, besoin d'un système de gouvernance internationale plus représentatif et plus équilibré. Nous ne pouvons ignorer le fait que le monde est actuellement confronté à la menace grandissante d'idéologies qui ne s'alignent pas toujours sur les principes du droit international et sont contraires aux valeurs de notre mouvement, notamment le nationalisme et l'unilatéralisme. Cette tendance constitue une grave menace pour la paix,
la sécurité et le développement de nos pays. D'où la pertinence d'un multilatéralisme fort et inclusif à travers l'adhésion au dialogue, à la diplomatie de la paix et à l'attachement aux principes de la coexistence pacifique qui se sont toujours révélés essentiels pour la coordination de nos actions. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, le mouvement des pays non alignés a toujours cherché à mettre en place un système international plus démocratique, doté de relations économiques plus équitables, qui permettrait aux États de jouir de l'égalité souveraine, d'atteindre la prospérité et la paix. Malheureusement, de nos jours, l'égalité souveraine semble insidieusement remise en cause face à la volonté du plus fort et l'aspiration collective de ne laisser personne derrière semble un espoir lointain. Ma délégation, tout en maintenant la solidarité politique, estime toutefois que nous devrions promouvoir plus de commerce et d'investissement entre nous et surtout réduire les déséquilibres et inégalités dans le système commercial multilatéral et ainsi protéger les intérêts des pays du Sud. De cette façon, nous nous donnerons les moyens de surmonter les nombreux défis auxquels nous continuons à faire face dans la mise en œuvre des objectifs de développement durable conformément au programme 2030. Dans la deuxième partie de l'intervention du chef de l'État, le président Guelleh a affirmé que la Palestine est illégalement occupée par l'État hébreu sioniste et a exhorté à soutenir la Palestine pour qu'elle devienne un État libre et indépendant. Depuis plus d'une décennie, les États membres ont inlassablement œuvré en vue de réformer les Nations unies ainsi que ses institutions afin de relever efficacement les défis économiques, politiques, sociaux et de sécurité actuels et mondiaux. À cet égard, Djibouti appuie les réformes des Nations unies, en particulier celles portant sur le Conseil de sécurité, et réaffirme la position de l'Afrique formulée dans le consensus des îles Unis et la déclaration de Sirte. Mon pays se réjouit à cet effet du soutien ferme de la famille des pays non alignés en ce qui concerne la quête de l'Afrique afin que celle-ci puisse prendre sa place légitime au sein du Conseil de sécurité des Nations unies. En juin 2020, l'Assemblée générale organisera des élections pour 5 sièges non permanents au Conseil de sécurité pour la période 2021-22, dont l'un est attribué à l'Afrique, conformément à la tradition de rotation sous-régionale du groupe africain. Ces sièges devraient être occupés par un État de l'Afrique. En vertu des règles de l'Union africaine, il est incontestable que Djibouti devrait être le candidat du groupe africain au siège du Conseil de sécurité pour la période 2021-2022. Le principe de rotation garantit à tous les États africains, grands ou petits, la même possibilité de siéger au Conseil de sécurité et à d'autres organes des Nations unies. À la lumière de ce qui précède et dans le respect de l'égalité souveraine des États, Djibouti exhorte respectueusement tous les États membres à appuyer sa candidature au Conseil de sécurité pour la période 2021-22. S'il est élu, Djibouti promouvra sans relâche l'obligation de tous les États de faire respecter le droit international pour le maintien de la paix et de la sécurité et plaidera pour un nouvel engagement en faveur d'un ordre international multilatéral fondé sur des règles. Cela fait maintenant plus de 70 ans que nous sommes témoins de l'occupation illégale de la Palestine. Djibouti réitère à cet égard son soutien indéfectible au peuple palestinien frère qui continue de souffrir dans l'indifférence la plus totale. Il est donc urgent que notre mouvement encourage fortement la communauté internationale à agir pour faire cesser l'occupation israélienne de tous les territoires occupés depuis 1967 et qui constitue une violation flagrante de plusieurs résolutions des Nations unies, dont la plus récente, 2334, en date de 2016.
Enfin, Monsieur le Président, je voudrais réitérer ici que Djibouti continuera à soutenir fermement les efforts visant à renforcer l'unité et la cohésion au sein du mouvement et la solidarité entre ses membres. En tant que petit État, Djibouti réaffirme son adhésion ferme au respect du droit international et de ses principes afin de parvenir à la paix et permettre à chaque nation de réaliser son développement inhérent. Il nous faut à tout instant mobiliser notre mémoire vigilante afin de puiser dans le passé la force de nos expériences communes et générer un élan créateur pour un meilleur avenir. Je vous remercie. Et concernant le premier sommet Russie-Afrique à Sochi, en marge de ce sommet, le président de l'autorité des ports et zones franches, Aboubakar Omar Hadi, a participé à un panel de discussion du Forum économique sous le thème « Les infrastructures de transport sur le continent, opportunité de mettre en œuvre des projets conjoints ». Les panélistes ont procédé à un débat sur les secteurs du transport en Afrique qui possèdent un excellent potentiel dans ce domaine. Les chemins de fer sont très prometteurs, tout comme les entreprises. Plusieurs pays africains ont donné la priorité au développement de leurs infrastructures de transport, compte tenu en particulier de la capacité des transports à stimuler une croissance dans ce domaine. Eh bien, Aboubakar Omar Hadi, président de l'autorité des ports et zones franches, figurait parmi les panélistes qui sont intervenus donc, lors d'une séance plénière. Il a précisé donc qu'il faut consacrer au développement les infrastructures. Aboubakar Omar Hadi a précisé que le continent africain est au centre du monde, l'Europe au nord, l'Asie à l'est, les Amériques à l'ouest. Notre objectif est de créer une connexion entre les pays du continent. Eh bien, pour cela, sur les 47 pays enclavés dans le monde, 17 sont situés en Afrique, de l'Égypte à l'Afrique du Sud. Sur la côte Est, nous n'avons que 9 pays côtiers, du Maroc à la Namibie, 21 pays côtiers. Donc, le fait qu'à l'Est, nous n'avons que 9 pays, des pays avec des côtes maritimes très longues comme la Somalie, le Mozambique et l'Afrique du Sud, ont créé le plus grand nombre des pays sans littoral dans notre région sur les 17 attribués. Donc, je pense que nous devons nous connecter, investir dans le rail, la route, le port en eau profonde, a-t-il conclu ses propos. Autre actualité de ce 22h, le ministre de la Santé, Mohamed Warsamadili, a présidé hier une cérémonie de lancement de la Semaine nationale de lutte contre les cancers génitaux féminins qui s'est tenue au Palais du Peuple. Une cérémonie qui a débuté avec la visite des stands en présence de la ministre de la Femme et de la Famille, Moumina Ahmed Hassan, de la ministre des Affaires sociales et des Solidarités, Mouna Ousmane Adan, de la maire de Djibouti-Ville, Fatouma Awale Ousmane. Rappelons que cette journée de lancement s'inscrit dans le cadre de la promotion des activités de dépistage des cancers génitaux féminins qui sont accessibles et gratuites au niveau du Centre national de santé reproductive Husseina. Et compte tenu de l'aspect multisectoriel de la lutte contre les cancers génitaux féminins, l'événement a également vu la participation du représentant de l'OMS à Djibouti, Dr Ahmed Zoutein, et du représentant du HCR à Djibouti, Abdoulaye Bari, ainsi que plusieurs autres partenaires techniques et financiers et des représentants de la société civile qui soutiennent cette initiative. La journée s'est donc déroulée dans un esprit de convergence. Objectif en vue de faire un vibrant plaidoyer en faveur de l'élimination des cancers génitaux féminins grâce à l'intensification des actions préventives et à travers des activités de dépistage systématique précoce qui sont à même de les guérir à temps. Rappelons donc que le Centre de référence national de santé reproductive Husseina, spécialisé dans la détection de la prise en charge thérapeutique des cancers génitaux féminins, va effectuer des journées portes ouvertes durant toute la semaine. Cette année, on parle déjà de 15 millions de nouveaux cas par an. Et parmi ces 15 millions de cas, il y a environ 8,8 millions de personnes qui perdent leur vie à cause du cancer. Et quand on parle de cancer, ce n'est pas juste les cancers, c'est des cancers qui sont des fois évitables et des fois traitables. Mais que faisons-nous pour vraiment assurer que nos femmes vivent en santé? Le dépistage, c'est une grande partie de la lutte contre les cancers, parce qu'un cancer qui est dépisté à temps peut ne pas se développer et le traitement est beaucoup plus efficace. Après un temps de latence, il se trouve que c'est un peu trop tard.
Dans son intervention, la ministre des Affaires sociales et des Solidarités, Mouna Ousmane Adana, a souligné l'intérêt de la mise en place de l'assurance maladie universelle, notamment à travers sa branche non contributive, à savoir le programme PASS, qui permet donc aux femmes d'avoir accès aux soins et aux prestations de base. Écoutons ses propos. Nous sommes réunis aujourd'hui pour appuyer les efforts de l'État, de ses partenaires, visant à sensibiliser les populations cibles aux comportements les mieux indiqués pour éviter ce cancer génito-féminin. Nous savons tous en effet que ce cancer affecte les personnes et ceux qui l'aiment et l'entourent également. Dès lors qu'elle affecte sévèrement les jeunes femmes et aboutit à leur décès, la maladie devient un problème social requérant l'intervention de l'État et les autres intervenants sociaux. Même si les autorités publiques déploient les moyens de prise en charge sanitaire et sociale, aidés en cela par ses différents partenaires, nous ne cesserons de considérer que chaque décès dû au cancer est une mort de trop, car elle aurait pu être évitée si le diagnostic était réalisé à temps. En conséquence, plus la sensibilisation de la femme est développée et répandue, plus la santé des ménages et des enfants en particulier est préservée. Car il ne faut pas oublier que si la maman est le pilier de la famille, sa bonne santé est un gage de bien-être de ses enfants et de l'équilibre du foyer. En effet, plusieurs stratégies de protection sociale ont été mises en place et parmi leurs axes essentiels, il est important de tenir compte des comportements préventifs qu'il est demandé d'adopter par la femme pour éviter les cancers du sein. L'assurance maladie universelle est aussi un programme éminemment utile dans ce contexte, puisque sa branche non contributive, à savoir le programme PASS, permet aux femmes vulnérables d'avoir accès aux soins de santé. Et pour sa part, la ministre de la Femme et de la Famille, Moumina Ahmed Hassan, a requis une mobilisation de tous et l'engagement de chaque citoyen pour une meilleure sensibilisation de la population sur cette question cruciale, la santé de la femme. Elle a par ailleurs plébiscité le travail effectué par le ministère de la Santé dans ce domaine. Écoutons ses propos. Permettez-moi tout d'abord de remercier et de féliciter le ministère de la Santé et en particulier son personnel, ses responsables et à sa tête le ministre de la Santé qui ne ménage aucun effort pour pouvoir prévenir, informer, sensibiliser la population pour éviter les maladies évitables. Donc nous sommes réunis à plusieurs reprises dans cette salle pour pouvoir parler des problèmes de santé, des maux de la société, et je pense que la vision, la stratégie, la politique du ministre de la Santé actuel est sur la bonne voie. De plus en plus, de nouveaux cas sont diagnostiqués chaque année. Et nous savons que d'ores et déjà, qu'à l'horizon 2035, il y aura plus de 19 millions de cas par le simple effet de la croissance démographique. Je ne veux pas réduire le cancer à des statistiques et qu'il ne serait là que pour nous alarmer, parce qu'il y a aussi des réalités humaines. Aucun pays, aucune population, aucune génération n'est épargnée par le cancer. Néanmoins, des progrès considérables ont été accomplis. Hier, les cancers étaient toujours mortels. Aujourd'hui, il est de plus en plus fréquent d'en guérir et les enjeux n'est donc pas de prendre simplement la prise en charge sur le plan médical, mais aussi d'accompagner les malades pendant le traitement jusqu'à leur guérison. Aujourd'hui, nous savons que la moitié des cancers pourraient être évitables par des actes de prévention et seulement que par des actes de prévention. Et enfin, le ministre de la Santé, Mohamed Ouassama Diriye, a pour sa part indiqué que ces problématiques liées donc à la santé de la mère sont portées au plus haut niveau par la première dame présidente de l'UNFD, Mme Khadra Mahmoud Haïd. Écoutons. Il y a quelques jours, la conférence nationale sur le développement et la population qui mettait la femme djiboutienne, son bien-être sanitaire et social au cœur du développement national. Dans la continuité, nous lançons aujourd'hui la semaine nationale de la lutte contre les cancers génitaux féminins sous le slogan « Mobilisons-nous
tous ensemble contre les cancers génitaux féminins. À Djibouti, les estimations révèlent une augmentation de la prévalence, de la morbidité et de la mortalité liées au cancer et à leurs facteurs de risque. C'est pourquoi notre nouvelle stratégie sanitaire 2019-2023 place la lutte contre les maladies non transmissibles, incluant les cancers et leurs facteurs de risque au cœur des interventions prioritaires à mettre en œuvre. Mesdames et messieurs, les cancers de la femme nous interpellent tout particulièrement, car ce sont nos filles, nos sœurs, nos épouses et enfin nos mères qui souffrent et que nous perdons très souvent. Le décès d'une mère constitue toujours un drame familial, mais revêt également d'un caractère national. La problématique liée à la santé de la mère, portée au plus haut niveau par la première dame, présidente de l'UNFD, Madame Khadra Mohamed Haïd, restait toujours une priorité du programme national de développement sanitaire. Eh bien, au terme de cette journée de lancement, le ministre de la Santé, Mohamed Warsama Dirie, la ministre de la Femme et de la Famille, ainsi que la ministre des Affaires sociales et de Solidarité ont procédé à une cérémonie de remise des attestations aux différents acteurs engagés dans la lutte contre les cancers génitaux féminins. Ces attestations ont été délivrées au personnel du centre Husseina qui ont fait montrer leur professionnalisme et d'abnégation exemplaire dans l'exercice de leurs fonctions respectives. Et voilà qu'il nous ramène de parler de cette cérémonie de clôture d'un stage de perfectionnement au profit des gendarmes du GIGN, le groupe d'intervention de la gendarmerie nationale, qui a duré 2 semaines. Eh bien, c'était ce week-end présidé par le colonel Zakaria Hassan Adan, chef d'état-major de la gendarmerie nationale, une cérémonie riche en couleurs et qui a vu la présence de plusieurs officiers de la gendarmerie nationale et la gendarmerie française. Ce stage conduit par 2 gendarmes du GIGN français, un officier et un sous-officier supérieur, avait pour objectif de rehausser le niveau des gendarmes du GIGN de la gendarmerie de Djibouti et comportait plusieurs mises en situation réelles. Ce stage a abouti sur un exercice final grandeur nature qui s'est déroulé à la Caisse de développement française en présence de plusieurs autorités djiboutiennes, dont le chef d'état-major de la gendarmerie nationale, plusieurs officiers supérieurs de la gendarmerie djiboutienne et française et autorités étrangères telles que l'ambassadeur de France à Djibouti, accompagné du colonel Dantin, attaché de sécurité intérieure auprès de l'ambassade de France. Des représentants de la base militaire japonaise ont également pris part à cet exercice. À l'issue, donc, le colonel chef d'état-major de la gendarmerie nationale a offert un petit déjeuner en l'honneur des stagiaires et de 2 instructeurs et remis ainsi des présents à ce dernier en guise de remerciement. Cette cérémonie de fin de formation s'est clôturée donc, avec une traditionnelle photo de famille. Eh bien, à l'issue de la cérémonie, le capitaine Florent s'est exprimé pour faire un discours. Voici ses propos. Nous avons réellement eu affaire à une unité d'élite. Unité d'élite d'abord grâce à son nouveau commandement, les lieutenants Nuo et Mao, qui ont maintenant la connaissance et la volonté nécessaires pour continuer le travail que nous avons commencé à faire avec vous. Unité d'élite aussi grâce à leurs excellents chefs de groupe qui ont l'expérience du terrain et qui ont l'intelligence de situation
de travailler de concert avec leurs officiers pour ensemble former un pôle commandement qui pourra réagir, j'en suis sûr, aux prochaines crises de grande envergure auxquelles vous pourrez être amenés à faire face. Mais surtout une unité d'élite grâce aux gendarmes qui composent votre unité et qui nous ont impressionnés par leur savoir-faire et par leur capacité d'apprentissage. Et il faut que ça continue ainsi. Prenons la parole en dernier, le chef d'état-major général donc de la gendarmerie nationale, le colonel Zakaria Hassan Adan, nous a expliqué dans son discours le tenant et aboutissant de cette formation. Ce matin rassemblés à l'occasion de la culture d'un stade de formation de 2 semaines au profit de notre groupe d'intervention. Et ce, bien sûr, qui avait comme objectif de rehausser, du moins de mettre à niveau les connaissances techniques de cette unité en phase de mutation et de montée en puissance. La menace terroriste est aujourd'hui globale et n'épargne aucune nation, surtout notre corne de l'Afrique, infestée de terroristes. Cette formation et l'exercice final qu'elle comprenait participent à la préparation de notre GIGN aux différents engagements qui s'inscrivent dans le cadre de ses attributions. Bien sûr, la France, à travers la mission de coopération militaire, soutient notre groupe d'intervention et continue à lui apporter de façon régulière et efficiente un soutien précieux. Avant de clore mes propos, je voudrais adresser mes vifs remerciements, bien sûr, à la direction de la coopération française pour l'intérêt qu'elle porte au renforcement des capacités de notre GIGN. Je remercie bien sûr l'attaché de sécurité intérieure, le colonel Donta, qui œuvre énormément pour que la gendarmerie de Djibouti bénéficie davantage de formations de qualité. Je n'oublie pas bien sûr les efforts consentis par le lieutenant-colonel Pasquier, mon conseiller technique, mais également remercier les instructeurs du GIGN français qui n'ont pas ménagé leurs efforts pour partager leur savoir et leurs connaissances, donner, prodiguer ces connaissances et ce savoir-faire à nos gendarmes du GIGN. Le comité du conseil d'administration de l'école Irshad a été donc changé. En effet, le comité de stage présidé par M. Alouane Burhan Alouane, on a décidé que le mandat d'administrateur est confié à M. Ahmad Mohamed Ibrahim qui assurera donc la présidence de ce conseil d'administration de l'école Irshad. En deuxième lieu, il a été décidé à la délégation que Mme Halima Mohamed Osman, directrice principale de l'école Irshad, soulignant donc les efforts consentis dans ce domaine de l'éducation et la promotion de l'enseignement initié par la volonté du chef de l'État. Le conseil d'administration s'associe pleinement à cette vision. Le comité des sages a tenu à adresser ses vifs remerciements donc, au nom de l'ensemble des membres du conseil d'administration. Et le magazine de ce soir concerne le CASAF, le Centre d'action sociale et d'autonomisation des femmes, qui vise donc à aider les jeunes filles déscolarisées à s'en sortir et à réussir leur avenir. C'est un reportage de la rédaction signé Mohamed Gaz. Un centre d'action sociale et de l'autonomisation des femmes vise à aider les jeunes filles déscolarisées à s'en sortir et à réussir leur avenir. Un centre comprenant un local de formation professionnelle avec une programmation d'intervention des formateurs qualifiés selon les besoins, un espace TIC multimédia, un emplacement pour des cours de soutien et langue, un département entrepreneuriat et accompagnement à l'autonomisation, une salle de coiffure, des coutures ainsi que la salle de cuisine. Plusieurs formations sont données pour les femmes et jeunes filles déscolarisées, à savoir la couture, la coiffure, les manicures, les tatouages, la cuisine et les multimédias. Un lieu où les jeunes filles et femmes peuvent s'épanouir et ainsi réussir leur vie. Des machines à coudre avec des aiguilles de rechange pour former ces jeunes filles et générer une activité rémunératrice. Chacune de ces jeunes filles venant avec ses envies et son savoir-faire, si modeste soit-il, sa bonne volonté et sa bonne humeur pour apprendre à coudre. Les couturières confirmées présentes ici orientent et aident celles qui butent sur certaines étapes de la réalisation de leur projet. Un lieu de couture certes, mais aussi un lieu de partage et de convivialité. La salle de coiffure, manucure, tatouage pour uniquement donner libre cours aux rêves, de ces jeunes filles. Des formations sont dispensées pour ces jeunes filles avec une ferme volonté dans divers domaines. Un soin de beauté destiné à embellir les mains, les ongles, mais aussi la coiffure, soins du chevet et de l'esthétique, la coupe, brushing, permanente, mise en pli,
mèches, chignons, pose des postiches et les produits utilisés, shampoing et crème. La jeune bénéficiaire, Marwa Gilal, dans son intervention. Ça fait 2 ans qu'on est ici. Exactement, Casav, on fait plusieurs domaines. Nous, on est particulièrement dans le domaine coiffure. Et on ne fait pas juste uniquement le coiffure. On fait le coiffure, la manicure, pédicure, les soins visage, les tatouages. On a appris tout ça à cause de nos profs, Amina, Hawa et Nadifo. Oui, on a acquis pas mal d'expérience, tu vois, parce que quand on est venu, on ne savait rien du tout. On était juste, on se faisait des idées, mais on ne savait pas le mettre en pratique. Alors qu'on est venu ici, et là, tu vois, déjà, on met de pratique, on fait. Et là, on est en premier trimestre. Dans le deuxième trimestre, Inch'Allah, on compte faire un stage dans des autres coiffures pour voir un peu d'autres idées et tout ça. Oui, aller sur le terrain. Et après, une fois rentré, on va passer à l'examen pour savoir qui va mériter son diplôme et qui va ne pas prendre le diplôme. Et fin d'année, on aura le diplôme et peut-être on va faire nos propres salons de coiffure. C'est ça le base, en fait, l'essentiel. Force est de constater que nombre de jeunes filles ont trouvé un emploi dans les secteurs privés, mais aussi dans les départements ministériels, tels que le ministère de la Femme et de la Famille, comme caméra woman, photographe, mais aussi dans les secteurs privés, comme serveuse dans les restaurants type fast-food, Kempeski et Sheraton Hotel. Cependant, afin d'attirer la pérennité du projet à long terme, les centres envisagent d'augmenter le nombre d'entreprises partenaires et ainsi d'offrir aux jeunes davantage d'opportunités grâce à un panel de formation plus large, d'aider les jeunes à créer leur entreprise en établissant des liens avec des organismes de microfinance, d'augmenter le nombre de jeunes bénéficiaires et d'améliorer les mentorats post-formation. Pour ce faire, ces activités demandent des financements supplémentaires afin d'asseoir sur la durée des activités du projet et de mieux répondre aux souhaits et compétences des jeunes. Et dans l'actualité internationale concernant le Brexit, l'Union européenne étudie donc un 3e report. Comment sortir de l'impasse du Brexit? Pas des élections non anticipées, propose Boris Johnson, qui appelle à un scrutin le 12 décembre. Les députés ont entériné le principe de l'accord conclu entre leur Premier ministre et Bruxelles, mais ils ont refusé le calendrier d'examen accéléré. Conséquence, il faut repousser après le 31 octobre, la sortie de l'UE. Les 27 partenaires au sein de l'UE du Royaume-Uni n'ont pas réussi pour l'instant à s'accorder sur la durée du report. Certains pays comme l'Irlande parlent pour le 31 janvier. D'autres comme la France souhaitent un report plus court. D'autres n'ont pas de position arrêtée. Et en Syrie, l'OTAN soutient l'allié turc. Pour la première fois depuis le déclenchement de l'offensive turque en Syrie, l'OTAN s'est réunie au niveau ministériel et la réelle politique l'a largement emporté sur les préoccupations humanitaires. Pas question de réprimander la Turquie, un allié stratégique, encore de la sanctionner. Quant à l'idée avancée par l'Allemagne d'une zone de protection internationale, elle a été accueillie avec tiédeur. Sur le terrain, la Turquie a interrompu son offensive après un accord scellé avec Moscou et les Kurdes poursuivent leur retrait, chasser les zones proches de la frontière turco-syrienne. Un retrait surveillé par les forces russes très présentes dans la région. Je vous le disais en titre, ce camion de l'horreur. La police britannique tente de reconstituer l'itinéraire près de 2 jours après la découverte de 39 corps sans vie à l'arrière d'un camion. La police britannique cherche encore à éclaircir de nombreuses zones d'ombre. Le camion frigorifique a été retrouvé dans la nuit du mardi à mercredi. L'intérieur du conteneur, les dépouilles de 39 personnes, dont 8 femmes. Tous étaient de nationalité chinoise. Le camion avait fait la traversée depuis le port de Zeebrugge. En Belgique, y a-t-il encore eu une faille dans les contrôles qui aurait permis aux migrants de s'introduire dans le conteneur? Le responsable du port assure qu'il n'est en rien car le conteneur frigorifique arrive scellé. Voilà pour l'essentiel de ce 22h. Merci à vous de nous avoir suivis et très bon suivi des programmes sur Télé Djibouti.